Et salut, je suis Aurélien de la chaîne RK55 Attitude. Comme je vous l'avais promis, je vais vous sortir la petite vidéo qui concernait essentiellement les permis 125. Mais avant tout, regardez-moi ça. Je me suis dit, quitte à vous faire des vidéos à l'arrêt, autant vous mettre un joli panorama en ligne de fond. Ça capte un petit peu l'attention et puis ça fait pas de mal pour les yeux. Voilà. Profitez-en. Alors, je suis actuellement à Pontrieux, toujours dans les Côtes d'Armor évidemment, mais un peu plus dans les terres du côté de Guingamp. Alors, cette petite vidéo sur le pourquoi du comment. Pourquoi il faut rester en 125. Enfin, pourquoi moi personnellement je suis resté en 125 et pourquoi, si je devais vous donner des conseils pour le faire, c'est parti. Alors, première raison, ni plus ni moins, on va essayer de faire ça rapidement, c'est la puissance des motos qui, au-delà des 125 cm3, malheureusement, je trouve que déjà on le paye, forcément, puisque ça rentre dans le prix d'achat d'une moto. Mais surtout, quand vous regardez un petit peu les limitations de vitesse, vous avez des motos qui sont à la base pour les 125 capables d'aller, on va dire 110 grand minimum pour une majorité de modèles. Là par exemple cette Kawasaki là, si on la débride, ce que je n'ai pas fait, on peut la monter facilement aux alentours de 130. Si elle est bridée, malgré tout, elle est à 118 compteurs. 118 compteurs, ça veut dire donc à peu près 112, 113 IRL. Sachant qu'il n'y a pratiquement que sur les autoroutes où on peut se permettre d'aller au-delà des 110 km/h réglementaires, je me dis que tous ceux qui sont un petit peu comme moi, qui ont une majorité de routes départementales, quelques routes nationales, n'ont pas forcément un immense intérêt à passer dans un permis supérieur, ni plus ni moins, puisque j'ai eu l'occasion aussi de me suivre un autre motard qui était donc lui en Kawasaki ZX6R, donc je vous laisse déjà imaginer la puissance du bébé. C'est tout simplement, je sais plus en termes de puissance exactement combien c'est, mais c'est facilement, 6 à 7 fois plus puissant que moi, je pense. Le gars, il est sympa, il m'a attendu, mais alors par contre, ça se voyait à sa position sur la moto, mais qu'est-ce qu'il se faisait chier. Il était à 110, il avait la poignée tournée à 20%, il pouvait pas aller plus haut parce qu'il respectait quand même un minimum le code de la route, mais alors, qu'est-ce qu'il s'est emmerdé. Alors que moi, j'étais tranquillement derrière, j'avais pas forcément besoin non plus de bourrer comme un porc pour suivre son rythme. Bon, par contre, dès qu'il tournait la poignée, ne serait-ce qu'un peu plus, je me prenais un courant d'air, c'est sûr. Mais pour ce qui est de respecter le code, pour ce qui est aussi donc du coup de sauvegarder votre permis, une 125 c'est largement suffisant pour 90% des routes. Si on prend par contre les autoroutes, vous allez me dire ouais mais là sur autoroute à 110 c'est pas assez. Donc là effectivement, est-ce que ça vaut le coup de passer le permis A2? Ça le vaut déjà un peu plus, mais vous pouvez très bien avoir des 125 qui vont au-delà de 120. Bon, elles sont pas forcément ultra nombreuses. Moi, le premier exemple qui me vient en tête, et le seul pour être honnête, c'est les Yamaha YZF 125R qui sont capables d'aller au-delà des 130 sans trop de problèmes, sans forcément non plus aller dégommer le rupteur. Donc, ce genre de petites motos, moi personnellement, je suis en Bretagne, j'ai pas d'autoroute, alors ça me suffit très largement. Ça, c'était le premier point, peut-être le plus important, puisque en plus, j'y reviendrai après, mais la puissance des motos va bientôt être malheureusement secondaire, puisqu'ils vont bientôt nous emmerder avec des électriques un peu partout. Deuxième point, pourquoi je reste en 125 et non pas sur un gros cube supérieur? Tout simplement parce que les motos en 125 sont extrêmement maniables. Maniables pourquoi? Parce que ça leur arrive de plus en plus d'embarquer de l'équipement qu'on trouve sur les gros cubes. Là par exemple vous voyez cette Kawasaki que vous commencez à connaître pour ceux qui suivent la chaîne. Cette Kawasaki là, bon elle n'a pas la fauche inversée, mais elle a l'ABS. Et l'ABS sur une 125 c'est de plus en plus devenu la tendance. Ce que je trouve personnellement comme une très bonne chose en termes de sécurité. Donc maintenant on ne peut plus dire ah ouais mais 125 c'est dangereux, il n'y a pas d'équipement, machin tout ça. Non, vous avez quand même de plus en plus de motos 125 qui ont des équipements de sécurité. Bon, il y en a certaines qui ne l'ont pas encore, je pense notamment à la Yosung Aquila Bobber 125 qui elle n'a pas l'ABS et qui a un frein arrière du feu de Dieu. Et je me dis qu'un ABS sur celle-là c'est pas du luxe. Mais sur une majorité de motos c'est bon.
Alors, en termes de poids, oui, comme je l'évoquais, regardez cette petite Kawasaki, je l'ai dit déjà dans une autre de mes vidéos, elle est à 145 kg à peu près tout plein fait, ce qui est quand même vraiment très très léger. Et si vous comparez avec une autre Kawasaki, allez, je vais prendre la Z, allez, une Z900, une Z900 en full, donc sortie à peu près 2015-2016. 140 kg, vous rajoutez 50% du poids de cette moto-là, et vous arrivez à la Z. Vous voyez un petit peu la différence ? Vous imaginez 70 kg d'écart ? Ah bah, je me dis que pour les gens qui sont pas forcément, qui vont pas à la salle de gym tous les jours, ben si vous cassez la figure, c'est quand même plus facile de relever une 140 qu'une 210. Et surtout, vous avez moins de risques de vous planter justement avec ce genre de moto, d'aller trop large dans un virage ou quoi, puisque il y a un peu moins de puissance, heureusement. Et justement, ça vous évite les sorties de route. Donc si vous aimez vraiment faire des balades et profiter de vos balades, et c'est quelque chose que je vous recommande puisque on ne prend plus tellement le temps de vivre de nos jours, et bien franchement, profitez de vos balades et prenez une 125 et franchement, ok, on va pas vite, ok, on donne peut-être même l'impression de se traîner, mais franchement, en termes de sécurité, je ne me suis jamais autant senti en sécurité sur cette petite moto que même dans ma voiture, c'est pour vous dire. Et pourtant, les voitures, en termes de sécurité, on fait aussi des progrès. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, alors ça, forcément, je suis obligé d'y revenir, c'est le critère financier. Vous avez donc une petite moto comme la mienne, qui est dans le haut de la gamme en termes de prix de sa catégorie de cylindrée. C'est à peu près dans les 5000. Si vous démerdez bien, que vous négociez bien, vous pouvez descendre en dessous. Moi, par exemple, avec le petit pot haro que je vous ai montré la dernière fois, que je vais peut-être vous remontrer pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, cette petite Kawasaki avec son petit pot haro, je l'ai eu à 5200, sachant qu'en plus, avec une petite reprise, ça faisait pas de mal. Ça, tous les frais payés et tout. Donc pour un haut de gamme, vous pouvez avoir une petite moto qui fait vraiment du très très bon boulot. Si vous prenez une Yamaha YZF R125 avec un échappement sport beaucoup plus stylé en termes de bruit et en termes d'esthétique, parce que le bon duel en termes d'échappement c'est pas top, honnêtement vous n'allez pas dépasser les 6000 quoi qu'il arrive, tout compris. À 6000, si vous comparez avec ce que vous pouvez avoir dans les catégories supérieures, là vous voyez que vous pouvez malheureusement pas taper dans le haut de gamme. Vous allez peut-être même taper plus dans le bas de gamme, voire la fourchette basse du milieu de gamme. Mais au-delà, ça va vraiment, vraiment être compliqué d'avoir une moto extrêmement performante pour 6 000 €. Ou alors, il faut prendre le risque d'aller dans l'occasion avec malheureusement les petits désagréments qui peuvent être liés à cela. Parce qu'en général, quand vous achetez des occasions, vous avez des propriétaires. Bon, certains sont consciencieux, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, ne sont même pas fichus de vous fournir un carnet d'entretien. Donc, ça, c'est fait. Premier point, ça, c'est uniquement le premier point financier, le prix d'achat de la moto. Il y a d'autres points que j'ai en tête qui me reviennent, c'est aussi le prix de les formations, ni plus ni moins. Là, vous comparez avec une formation 125. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 7 heures en tout et pour tout de votre temps. Et sur les 7 heures, il y en a 5 de conduite. Alors sur le papier, ça fait peut-être un peu léger, surtout pour ceux qui n'ont jamais eu la moindre expérience sur un deux roues motorisé. Et personnellement, je peux pas critiquer cet avis puisque j'ai eu le même moi quand je suis sorti de ma formation. J'ai fait mes 5 heures, j'ai fait des conneries en roulant. Par exemple, j'ai calé au milieu d'un rond-point comme un guignol. Et en termes d'équilibre, on va pas non plus dire que je suis capable de marcher sur un fil les yeux fermés. Et pourtant, ces petites motos-là, elles sont vraiment géniales, elles sont vraiment super maniables et du coup les 5 heures, une fois que vous les avez faites, vous allez acheter votre petite moto, vous allez prendre le temps de la rôder et pendant que vous la rôdez, vous allez aussi rôder le bonhomme et une fois que votre moto sera rodée, vous serez déjà un pilote complètement différent qui prendra plus d'assurance en termes de confiance notamment, en termes de trajectoire aussi, vous allez vraiment apprendre à piloter uniquement quand vous aurez acheté votre première moto. Les 5 heures, c'est uniquement pour vous enseigner les bases. Est-ce que vous avez la possibilité de faire des heures supplémentaires ? Oui, vous avez évidemment la possibilité. Mais à partir du moment où on vous donne une formation de 7 heures, qui au passage est à 300 € au grand max, moi je me dis franchement, c'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Et vous achetez votre première moto, vous allez vous entraîner sur un parking pour essayer de prendre les bases pour les équilibres, machin, tout ça, un dimanche quand il n'y a personne. Voilà. Sinon pour le reste, aucun... Non franchement...
vous n'avez pas besoin d'investir plus que 300 € pour ce qui est de la formation pour apprendre à conduire une 125. Par contre, pour un gros cube, vous allez taper déjà beaucoup plus, vous allez faire grand minimum 700 €, donc pour avoir le droit de passer le code, et 20 heures de conduite. Peut-être aussi 2 examens, je ne sais plus, j'ai un petit doute. Mais sur ces 20 heures de conduite, vous allez en sortir, vous allez avoir forcément beaucoup moins d'assurance, et là, contrairement aux examinateurs qui vont en 125 vous donnent quasiment 98% du temps le précieux sésame après la formation, là au bout de 20 heures, si le gars qui vous a fait faire vos leçons, il sent que vous avez une hésitation, il va vous coller facilement 5 heures de plus. 5 heures de plus à 45 € pièce, je vous laisse calculer, vous avez déjà 220 € de plus dans les dents. Si vous partez de base avec une formation à 700, ce qui serait déjà pas mal, même s'il faut quand même compter plus aux alentours de 900, 1000, 1100 éventuellement, peut-être même 1200, ça dépend des régions aussi. Là, vous rajoutez ces 220 là, vous allez arriver à des coûts astronomiques entre 1200 et 1500 pour une formation, quoi. Sachant que en plus, c'est pour vous apprendre à doser une vitesse qui, quoi qu'il arrive, va vous être retirée après sur la route avec des petits axes entre 70 et 110 la majorité du temps, 130 dans les meilleurs des cas. Et je vous laisse imaginer le bordel que c'est avec les nouveaux radars qu'ils nous ont annoncés. Honnêtement, moi, je ne partirais pas du tout sur un a priori favorable pour un gros cube, quoi, si je devais débuter. Et en plus, vous ne profitez pas de vos balades, comme je l'ai dit précédemment. Dernier point du critère financier, et j'arrêterai la vidéo là-dessus parce que ça va faire vraiment très long, c'est ni plus ni moins l'assurance. L'assurance, j'ai regardé, vous avez par exemple, pour la mienne, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je vais le rappeler, cette petite moto, tout risque, vous la faites assurer chez Kawasaki Assurance, vous en avez pour tout risque 240 € sur 13 mois. Par contre, le genre de moto guignolesque que vous venez d'entendre passer, 50 cm3 en tout risque, déjà je vois pas l'intérêt d'assurer tout risque ce genre de machin. Et surtout, en plus que ça fait du bruit, que ça renvoie une mauvaise image en termes d'assurance, c'est souvent conduit par des guignols qui se plantent plus souvent avec et qui donc vont vous faire augmenter par ricochet les tarifs d'assurance sur les cyclomoteurs en dessous de 125, donc entre 50 et 125 cm3 à peu près. À partir de là, vous avez déjà un tarif d'assurance qui va allègrement atteindre, on va dire grand minimum dans les 400 €. Honnêtement, je vois pas l'intérêt, quoi. Et si vous passez sur un gros cube, j'ai regardé, ce serait pour un gros indicatif dans la région parisienne. Pour un prix moyen, les 125 c'est 400 €, les gros cubes ça va entre 700 et 1000, quoi. Donc je vous laisse imaginer le coût différent à l'année. Et en fait j'avais oublié un dernier petit point, c'est tout simplement la consommation. Ces petits moteurs 4 temps là, parfois vous avez des bicylindres, mais ça c'est quand même généralisé en monocylindre. Ça consomme que dalle. Là par exemple, pour vous dire tout à l'heure, j'ai été faire mon plein, 312 km, il me restait encore 2 litres et j'en ai consommé que 9. Donc c'est pour vous dire que en termes de consommation, vous pouvez vraiment faire des économies là-dessus. Voilà, donc j'en termine avec cette petite vidéo pour l'instant. Je voulais faire court, mais bon, on est déjà presque dans le quart d'heure, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si jamais j'ai oublié des points, des suggestions éventuellement sur vos propres expériences en disant oui mais moi j'ai aussi décidé de rester en 125 mais pour d'autres raisons, allez-y, sortez-les. On est énormément, mine de rien, à être resté en 125 et on le regrette pas du tout pour autant. Et en plus, on a toujours le respect des gros cubes malgré tout. J'ai fait l'expérience sur la route tout à l'heure, j'ai fait à peu près 40 bornes. Je me suis dit, d'habitude je salue toujours les gros cubes en premier, là on va les laisser saluer en premier pour voir. Ils ont tous fini par faire le premier en salut. Évidemment, j'ai répondu après. Mais c'est pour vous dire qu'en termes de respect, les 125, vous n'avez pas besoin de dépenser des sommes folles pour gagner le respect de vos pairs, quoi. Voilà les copains, sur ce, on s'arrête là pour cette petite vidéo en l'honneur de 125 attitudes, en l'honneur des motards qui sont restés en 125, qui veulent le rester, ou surtout les petits nouveaux qui vont pas tarder à arriver à inonder le marché puisque c'est la mode. On passe souvent sa formation 125 en été.
Alors je vous souhaite bonne chance à ceux qui liront cette vidéo et qui ne l'ont pas encore passée, et au plaisir de lire ceux qui l'ont déjà passé et qui ont des retours à me faire. C'était Aurélien Oreca en direction de 5 quai. Salut!